La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans B2B en partenariat avec la GFI dont vous êtes le rédacteur en chef, Frédéric Lelièvre. Bonjour. Bonjour Vincent, aujourd'hui nous recevons un entrepreneur actif principalement dans l'immobilier, mais aussi dans les services, l'hôtellerie et la restauration, et plus récemment dans la santé. Oui, notre invité a commencé sa carrière dans l'entreprise familiale, un grand nom de la joaillerie avant de se lancer dans l'immobilier. S'en suivra le rachat, la réorganisation et le développement de la régie genevoise CGI, devenue aujourd'hui M3 Group. Bonjour Abdallah Chatila. Bonjour. Bonjour. Merci de nous consacrer du temps aujourd'hui. La mission de M3 Group est, je cite, de contribuer à dessiner la Genève de demain. Nous discuterons donc de vos inspirations pour le futur et puis aussi de votre stratégie pour les différentes entreprises du groupe. Mais avant cela, nous allons faire connaissance avec vous. Abdallah Chatila, vous avez évoqué dans la presse vos débuts dans l'immobilier déjà, avec une première promotion à Verrières, dans le canton de Genève. Vous êtes lancé dans ce domaine un petit peu par hasard. C'est une décision que vous avez prise rapidement à l'époque ? Oui, tout à fait. J'étais en train de jouer au tennis à l'époque, au tennis du Bois-Carré, donc à Verrières. Et puis je voyais qu'il y avait plein de villas autour et personne qui jouait au tennis, à part moi. À l'époque, je jouais au tennis. Et après, j'ai appelé un ami architecte pour voir si au fait ce terrain était constructible. Il m'a dit oui. Et puis, fil en aiguille, j'ai finalement acheté le terrain et fait un premier développement. Et en fait, j'ai vu que c'était un métier qui était passionnant, qui avait plein de facettes, ce qui était intéressant pour moi. Et c'est comme ça que je me suis lancé à faire une deuxième promotion, troisième promotion, acquisition de sociétés de services liées à l'immobilier. Et puis aujourd'hui, le groupe a beaucoup grandi à travers cette première acquisition qui était faite par hasard. Vous avez toujours continué à vous diversifier dans de nouveaux domaines, de nouveaux secteurs que vous ne connaissez peut-être pas forcément avant d'y entrer. Ça nécessite quoi de pouvoir rentrer dans un domaine rapidement comme vous le faites, avec une rapidité d'action Ne pas avoir peur de perdre, en fait, n'avoir pas peur de rater, et puis de se dire qu'en fait, qu'on sache travailler dans un domaine ou de l'autre, le bon sens c'est ce qui prime. Et puis après, si vous savez un peu pouvoir utiliser le savoir des autres, l'intelligence des autres et savoir bien vous entourer, en fait, vous pouvez tout réussir. Parlons alors un petit peu de ce bon sens. Quelle est votre définition du bon sens ? Le bon sens, c'est ce que je trouve qui est cohérent et logique dans un moment donné. En fait, un bon sens d'aujourd'hui peut ne pas l'être demain, mais nous, on vit dans une vie qui est en fait linéaire et qui doit se vivre au jour le jour. Donc, du moment que nous sommes en train aujourd'hui de vivre une certaine situation, il y a toute la partie géopolitique, il y a la partie macro, la partie micro. Et quand on a tous ces écosystèmes, on peut définir ce qui est du bon sens ou pas au jour même. Aujourd'hui, la plupart des gens se compliquent la vie à avoir une réflexion qui va réfléchir à ce qui va se passer demain ou ce qui s'est passé hier et sans vraiment voir ce qui se passe aujourd'hui. Et en fait, c'est là où peut-être je suis plus adapté à pouvoir réconcilier les business que je connais très bien avec des business que je ne connais pas. Parce qu'en fait, je vois le besoin immédiat qu'il y a au jour même. Et c'est pour ça que la réactivité est extrêmement importante. Parce que si on a besoin de quelque chose aujourd'hui, il faut le faire aujourd'hui, il ne faut pas le faire demain. Ce bon sens, il manque aujourd'hui à la tête des entreprises ? Énormément, à la tête des entreprises, mais surtout chez les collaborateurs qui, en fait, on leur donne une mission. Et cette mission, parfois, elle est mal déterminée, mal définie. Et en fait, les gens travaillent comme on leur dit de faire, de suivre une ligne. Et ils n'arrivent pas, ils ont des œillets. Ils ne regardent ni à gauche ni à droite. Et forcément, quand on va tout droit, sans faire attention à ce qu'il y a, on manque de bon sens. En 2019, pour revenir à vous, vous évoquiez chez nos confrères de Radio-Lac que vous étiez né avec une petite cuillère dorée dans la bouche. Qu'est-ce qui vous a finalement donné envie de devenir entrepreneur ? Parce que vous auriez pu couler une vie, j'imagine, plus tranquille. L'entrepreneuriat, c'est beaucoup de défis. On se trompe des fois, il faut recommencer. Qu'est-ce qui vous a motivé ? En fait, c'est pas une motivation, c'est inné. C'est ce que j'explique quand je rencontre beaucoup de jeunes qui veulent devenir entrepreneurs, qui veulent entrer dans la vie active ou qui veulent créer leur propre entreprise. En fait, c'est comme lorsque vous décidez de lancer un programme avec un groupe de gens. Moi, je définis jamais qui est le leader. Le leader sort tout seul. On n'a pas besoin de dire aujourd'hui une table de 4, de dire toi tu vas être le leader, lui il va suivre, parce que finalement, le leader sort naturellement, l'entrepreneur sort naturellement.
Et c'est vrai, je suis un entrepreneur né depuis que je suis tout petit. J'avais l'essence des affaires. J'ai commencé à faire mes premières transactions à 14 ans, à vendre des actifs, enfin des bijoux, des montres à des amis. Ensuite, j'ai vendu les premiers GSM à des amis. Et puis voilà, donc en fait, on est avec, on n'est pas avec. C'est très compliqué de devenir entrepreneur. On vous décrit beaucoup comme un entrepreneur assez hyperactif. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette description? L'hyperactivité vient du nombre d'activités que j'ai. Mais c'est vrai que aujourd'hui, pour moi, faire un travail qui soit dans la restauration, dans l'hôtellerie ou dans l'immobilier, finalement, il y a toujours le même lien. C'est le lien, qu'est-ce que j'ai à vendre, à qui j'ai à la vendre. Donc, en fait, après, quelle activité on vend, quel produit on vend, pour moi, est subsidiaire. Donc, je suis hyperactif de par la définition normale, mais moi, je considère que je fais la même chose. C'est vendre en B2B ou en B2C. Dans la vente, qu'est-ce qui vous plaît le plus? C'est vendre, c'est le lien humain, faire une belle transaction, qu'est-ce que c'est? Tout est lié pour moi à la relation, au lien humain. Rien n'est lié à la marge, ni rien lié au bénéfice. Aujourd'hui, L'idée d'avoir un gain quand même qui récompense la prise de risque. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas avancer en fait. Pour moi, c'est une cause à effet. C'est-à-dire que si nous, on travaille, on ne gagne pas d'argent, tout s'écroule. Mais le but premier n'est pas gagner de l'argent. Le but premier est de créer de l'emploi, créer un écosystème qui marche ensemble. Aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de faire avec 1-3, avec toutes les différentes sociétés que nous avons. Améliorer la situation économique de nos collaborateurs. On essaie de les payer un peu mieux que la moyenne. On essaie de leur donner une qualité de vie. On travaille beaucoup dans la formation, on travaille beaucoup dans l'éducation. Et aujourd'hui, on se doit, nous, entrepreneurs qui savons gagner de l'argent, pas gagner de l'argent, mais permettre aux autres de mieux vivre. Prendre des risques aussi, c'est ça l'entrepreneuriat. Quelle est votre définition du mot risque? C'est peut-être là la différence entre moi et les autres, c'est que la définition du risque chez moi est différente de la vision des autres. Du risque, hein. Du risque, oui, parce qu'en fait, le risque est qualifié et quantifié de par chacun de nous. Donc aujourd'hui, peut-être vous sautez d'ici à 2 mètres. Pour vous, sauter n'est pas risqué. Pour moi, c'est risqué. Ou par exemple, prendre une voiture et prendre une Formule 1 et aller dans un circuit de Formule 1. Pour les champions de Formule 1, c'est pas risqué. Pour nous, c'est risqué. Et pour moi, les affaires, la définition du risque dans l'affaire, c'est perdre de l'argent. Mais je prends mon bon sens et quand demain, j'arrive à créer une bonne équipe, ou j'espère d'être une bonne équipe, de créer un produit que j'espère qu'il va être un bon produit, dans ma tête, j'ai diminué une grande partie du risque. Aujourd'hui, nous lançons tous les jours des nouveaux produits, soit des nouveaux restaurants, soit des nouvelles promotions, soit j'achète des œuvres d'art que je dois revendre. Donc, acheter au début est la clé de tout, parce que si vous achetez bien pour une cible de clientèle bien définie, tu diminues tous les facteurs risques. Et c'est ce que je fais dans ma tête automatiquement. Donc, oui, le facteur risque existe tout le temps, mais en fait, la quantification de ce risque dans ma tête est beaucoup plus minime que les autres. C'est pour ça que j'arrive à faire des affaires que d'autres ne font pas, que eux considèrent risquées, que moi, je ne le considère pas. Vous dites, dans ma tête, vous utilisez le feeling, le calcul, un peu des deux. C'est un savant mélange, racontez-nous. C'est vraiment un savant mélange des deux qui est un peu systématique dans ma tête. Là, on a vu un exemple. J'étais allé visiter un lieu c'était vendredi. Et je suis sorti de là et c'était un actif à 120 millions. Je suis parti au bout de 5 minutes. J'ai dit, il faut l'acheter. Et en fait, il y avait la personne qui était avec moi. Je dis, mais non, mais je dis, c'est clair. Il y a ça, ça et ça et ça. Et il me dit, ah ouais, t'as raison, j'avais pas vu ça. Je dis, bah oui. Et en fait, pour moi, c'était clair comme l'eau de roche. En plus, c'était pas un truc qui était à vendre. Mais je savais que les propriétaires peut-être auraient voulu le vendre. Et quand j'ai vu ce que c'était, le positionnement, l'emplacement, le prix. Plus précisément. Pardon ? C'est possible de savoir un peu plus. Sur Genève. Mais c'est quand même un gros bébé. Et au début, tout le monde m'a pris pour peut-être un fou, mais un peu. Mais finalement, au bout de 10 minutes, en leur expliquant plus clairement et d'une manière moins rapide le pourquoi, tout le monde a compris que j'avais raison. Et il faut savoir expliquer sa vision aussi à ses collaborateurs, aux gens avec qui on travaille. Hein. Alors déjà, ceux qui travaillent avec moi ont pris l'habitude, mais il faut toujours expliquer. Si c'est pas explicable, c'est qu'il y a un problème. Et c'est ce que je dis, le conseil à tous mes amis qui investissent dans des domaines qu'ils ne comprennent pas. Je dis, mais si vous ne comprenez pas, il ne faut pas investir. Si la personne qui vous vend quelque chose n'est pas assez claire dans ce que vous achetez ou dans ce qu'il vous vend, il ne faut pas vous approcher. Sinon, ça veut dire qu'il y a quelque chose soit de louche, soit qui est incompréhensible.
C'est pour ça que moi, au début, je n'ai pas investi dans l'Internet parce que je ne comprenais pas bien l'Internet. Et après, si j'avais eu quelqu'un j'aurais eu la chance, qui m'explique comme moi j'explique aux autres d'une manière claire, avec des chiffres, peut-être que j'aurais investi dans l'Internet beaucoup plus tôt. Il y a des domaines aujourd'hui que vous ne comprenez pas, qui ne vous intéressent pas? Il n'y a rien qui m'intéresse pas. C'est que je n'investis que dans des choses où il y a un lien humain avec quelqu'un à un moment donné. C'est-à-dire que demain matin, on rencontre une personne X. Cette personne X est dans la pharma. Elle m'explique et je trouve que cette personne est intelligente. Je trouve que cette personne, elle a du bon sens. Je trouve que cette personne, elle a des idées. Il vient et me dit, écoute, voilà le problème que j'ai. J'aimerais avoir un investisseur. J'aimerais voir si, je vais écouter, voir ce qu'ils font. Et à partir de là. Mais s'il n'y a pas cette personne humaine, c'est très rare que je vienne à travers un actif ou à travers une idée de rentrer dans un business. Aujourd'hui, tout est lié à la relation humaine. Avant de passer à la partie plus centrée sur votre groupe avec Frédéric Lelièvre, dernière question consacrée à Genève. Vous y êtes très attaché, vous l'avez dit à plusieurs reprises, vous y avez grandi. Bien que vous soyez en train de développer un projet dans le canton de Vaud, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, hein, est-ce que personnellement, le reste de la Suisse vous intéresse en dehors de Genève? Alors oui, en tant qu'entrepreneur, oui. En tant que Genevois, non. C'est-à-dire que si moi, je pouvais faire que toutes mes affaires à Genève, je les ferais. Mais aujourd'hui, nous sommes un groupe de 1500 collaborateurs. Nous prenons un risque géolocal extrêmement fort. Aujourd'hui, on se doit de devoir regarder un peu à l'extérieur. Demain, rien ne dit que la Genève que nous connaissons aujourd'hui sera la Genève de demain. Je ne peux pas mettre tous mes œufs dans le même panier parce que le panier est devenu trop gros et c'est important de diversifier. Donc aujourd'hui, si je décide de me diversifier à l'extérieur de Genève, c'est plus par défaut et dépit que par envie. Abdallah Chatila, dans cette deuxième partie de B2B, nous allons nous concentrer sur le groupe que vous bâtissez. Pour rappeler aux téléspectateurs les enjeux, on parle d'un groupe qui s'appelle M3, actif dans l'immobilier, l'hôtellerie et la restauration, la santé, aussi divers services, dont la sécurité. Vous avez mentionné un chiffre tout à l'heure, c'est 1500 collaborateurs, donc un groupe d'une taille importante. Juste avant la pandémie, le chiffre d'affaires était 250 millions de francs, donc aussi une taille importante. D'ailleurs, ce chiffre est-il revenu au niveau d'avant la pandémie aujourd'hui ? Nous, une grande partie de nos chiffres vient surtout de l'immobilier. L'immobilier n'a pas vraiment été impacté par la pandémie, donc en fait, notre chiffre d'affaires a été assez stable. Et on va commencer par la santé. On reviendra à l'immobilier tout à l'heure. M3 est bien connu de tous les Genevois maintenant avec le centre Covid que vous avez installé à Palexpo. Il y a eu plus de 450 000 tests Covid qui ont été faits là-bas, presque 500 000 vaccinations. M3 Santé, c'est aussi de la production de masques à Genève et en Bretagne. On est quand même plus ou moins sorti, on n'est pas en Chine, donc on est plus ou moins sorti de la pandémie ici en Suisse. Quel bilan tirez-vous de cette diversification d'M3 dans la santé ? Humainement extrêmement intéressante. En tant que citoyen, j'ai joué mon rôle d'essayer de coordonner au maximum et d'aider les Genevois avec cette pandémie. Tout d'abord, on a affrété quand même énormément d'avions qui sont venus avec des masques lorsqu'il n'y a pas de masque. J'ai toujours l'honneur et le plaisir d'avoir des gros chefs d'entreprise, de grosses multinationales locales qui me remercient chaque fois qu'ils me voient, qui me disant que si j'étais pas là, ils auraient perdu plus d'1 ou 2 mois d'activité qui représentaient des centaines de millions de chiffres d'affaires grâce au fait qu'on n'a pas porté les masques. Donc c'est quand même sympa que les gens le reconnaissent. Nous avons ensuite tout de suite fait les tests et les vaccins. D'abord les tests et ensuite les vaccins où il y avait très peu d'offres et surtout très peu de gens qui avaient la possibilité d'avoir cette flexibilité que nous avions de monter d'une manière logistique ces centres de tests de vaccins. Ça nous a appris énormément de choses. C'est un domaine qui aujourd'hui fait partie intégrante. Une chose que ça vous a appris en particulier, par exemple ? Qu'il y a des failles dans tous les domaines et qu'aujourd'hui, la santé fait partie des autres. On a l'impression que tout est régulé au millimètre, que c'est impossible de rentrer dans ce marché. En fait, c'est un marché comme un autre. C'est un marché d'hommes. L'homme est faillible. Donc, en fait, il y a beaucoup d'opportunités à prendre et surtout à améliorer la qualité de vie du soin, la qualité de vie de la relation entre les clients, et entre les patients et les soignants, et puis surtout fournir des produits qui sont aujourd'hui produits localement plutôt qu'être produits à l'extérieur. Ça peut l'être d'une manière rentable parce qu'on peut se dire aussi produire ces masques ici, c'est une bonne idée, mais ça ne peut être que une rentable. une valeur ajoutée suffisante pour que ce soit fabriqué en Suisse.
En fait, ça ne peut être que rentable que si lorsqu'on comprend l'importance de la démondialisation et de la réindustrialisation locale. Tant qu'on n'arrive pas, nous, chefs d'entreprise ou États, à comprendre l'importance de la réindustrialisation et de la non-dépendance de tiers, oui, c'est valable. Mais si on devait partir sur un mode purement capitalistique, non, ça ne l'est pas. Pour vous, c'est le monde d'avant, ça. C'est fini. Ça doit être le monde d'avant. Regardez aujourd'hui, vous allez sur Google, vous tapez port de Shanghai, il y a, je crois, 4000 bateaux qui sont en attente pour rentrer. Et aujourd'hui, il y a les prix de toutes les matières premières qui flambent parce que Shanghai a décidé de fermer son port à cause de la pandémie. Et à cause de toutes les autres situations, regardez ce qui se passe avec la guerre d'Ukraine. Donc notre dépendance aux tiers pour être moins cher pendant une période donnée, on la paye 10 fois plus lorsqu'on a vraiment besoin de la proximité. Et lorsque nous sommes dans une situation d'industrialisation, de manque d'industrialisation, le rôle de l'État est de pousser à cette industrialisation pour pouvoir manquer de cette indépendance. La France, qui a pris beaucoup de temps à se réguler, maintenant, par exemple, n'achète que des produits au niveau sanitaire qui sont non seulement produits en France, mais avec de la matière première française. Et ça va. À la fin, on risque de le payer plus cher. C'est quand même normalement le commerce profite. Mais qu'est-ce qui est plus cher ? De prendre tout localement, de tout produire localement. Qu'est-ce qui est plus cher ? Je vous pose la question. Qu'est-ce qui est plus cher ? Payer plus cher, c'est plus cher ? Ou subir le fait de manquer quelque chose quand vous en avez besoin est plus cher ? En fait, la définition de la cherté ne vient pas que de la partie pécuniaire, vient aussi de la responsabilité de l'État de répondre présent lorsqu'on en a besoin. Si vous, demain, vous allez à l'hôpital et vous avez mal à la tête, vous avez de la fièvre et on n'a pas du Panadol pour vous, est-ce que vous pensez que c'est cher de le payer 2 centimes de plus parce que le Panadol est produit chez nous ? Moi, je ne pense pas. Alors, c'est vrai que sur les 20 dernières années, 30 dernières années, on n'a pas eu de grosses crises majeures. On n'a pas pu le vivre. Mais aujourd'hui, on a eu 2 crises, une après l'autre. La crise du Covid, qui n'est toujours pas terminée, et la guerre d'Ukraine avec la Russie, qui est là. Pas fini non plus, oui. Qui, pour moi, de facto, nous sommes déjà à la 3e guerre mondiale. Et aujourd'hui, nous allons quoi ? Nous subissons le fait d'être encore dépendants du gaz et du pétrole russe, d'être dépendants des matières premières qui viennent de la Chine ou d'autres pays, et nous pouvons être indépendants. Et cette indépendance nous coûte 10 fois plus cher. Abordons l'immobilier maintenant. Le groupe M3, il fait presque tous les métiers, la gérance, la promotion, les ventes, le conseil. Vous êtes aussi dans le luxe avec l'agence John Taylor. C'est une agence qui est à l'origine, si mes informations sont correctes, 4 des 5 plus grosses ventes genevoises en 2021, dont une à Colonie à près de 40 millions de francs. Quel potentiel ce segment du luxe représente-t-il encore pour vous pour le 2022 et après ? Nous sommes courtiers dans le luxe. Donc en fait, nos marges, c'est des pourcentages de grosses sommes. Donc, oui, ça fait rêver de dire qu'on a vendu pour plusieurs centaines de millions, mais en réalité, en monétaire, on n'a pas gagné ces sommes-là. On a gagné quelques petits pourcentages de ça. Donc ça, le business du luxe ou tout business que nous avons, en fait, ce qui nous importe, c'est la synergie qui rapporte au reste du groupe. Donc c'est un peu par-ci, un peu par-là. Donc en fait, demain, si je dis n'importe quoi, si John Taylor cette année nous a rapporté 3 millions, que l'année prochaine nous rapporte 2, en fait, ça ne changera rien. Ce qui importe, c'est que John Taylor reste le leader du marché et continue à pouvoir pouvoir amener à nos vendeurs le prix le plus élevé et à pousser que nous donner le maximum d'informations liées à la situation de luxe. Pourquoi nous, on a besoin de l'information ? Parce que là où on gagne vraiment de l'argent, c'est dans la promotion. Et pour pouvoir faire de la promotion, il faut avoir de l'information. Est-ce qu'on fait un immeuble avec 4 appartements de 200 mètres carrés chacun ou 2 appartements de 400 mètres carrés chacun ? Les courtiers qui travaillent avec nous, avec John Taylor et ou avec M3 Immobilier, nous permet d'avoir un vrai sensor de ce qui se passe dans le marché. Alors aujourd'hui, par exemple, depuis la guerre d'Ukraine, on n'a pas eu une seule demande dans le luxe. Pas une depuis 1 mois. Intéressant, oui. Parce que les gens ont peur, ce qui est logique. La plupart des gens qui ont acheté des produits de luxe chez nous, c'était des gens qui venaient soit du monde bancaire, mais il y en a beaucoup aussi qui venaient du monde du pétrole et du gaz. Je rappelle que Genève, c'est la première place au monde du trading de pétrole et de gaz et de matières premières. Donc forcément, ces sociétés qui ont gagné énormément d'argent l'année dernière, leurs collaborateurs ont gagné des gros bonus, ils se sont fait plaisir à acheter de belles maisons. Est-ce que cette année, ça va être la même chose? Je ne sais pas. En tout cas, l'inquiétude de tous ces employés qui travaillent à Genève est palpable. Et aujourd'hui, ils préfèrent s'abstenir de dépenser de l'argent en essayant de voir ce qui va se passer. Un bref commentaire sur le marché de l'immobilier de manière plus générale. On sait que les taux d'intérêt sont en train de remonter. La dynamique devient différente.
quelle est, votre vision de l'évolution des prix de ces prochains mois et prochaines années? Vous savez, c'est l'offre et la demande. Donc, les prix sont basés sur l'offre et la demande. Aujourd'hui, nous La avons... remontée des taux va considérablement changer. Aujourd'hui, il y a énormément de demandes sur l'immobilier parce qu'il y a un rendement qui est positif. Aujourd'hui, les rendements bancaires sont négatifs. Demain, les rendements financiers deviennent positifs. Il y aura moins d'appétit sur l'immobilier. Donc forcément, les prix de l'immobilier vont baisser. Nous avons fait énormément de transactions en courtage immobilier l'année dernière, en B2B, au niveau des immeubles, etc. Parce qu'on a réussi à convaincre énormément de propriétaires de vendre leur parc immobilier. Et on avait raison, parce qu'on considérait qu'on était au pic du marché, que si un jour ils hésitaient à le vendre, c'était maintenant ou jamais. Et depuis, on va dire, septembre l'année dernière jusqu'à aujourd'hui, il y a un bon 20-25% des prix qui ont chuté. Tout à l'heure, Vincent faisait référence à vos développements hors Genève. Il y a un projet à Étoile d'un hôtel. Ça s'appelle Yotel. Il est à Boutouchan. Alors, c'est plus Yotel. Yotel a failli faire faillite. Donc, nous avons arrêté le contrat avec eux. Et nous avons ces M3 Hôtel qui va ouvrir là-bas. On va l'appeler d'ailleurs Afterwork, l'hôtel. Et l'hôtel ouvre dans 2 mois. Le fait de mettre votre propre société comme exploitant de cet hôtel, On rajoute un risque. On rajoute un risque. Ou une opportunité. Aujourd'hui, l'hôtel Les Sorts de Terre, il est magnifique. Et c'est vrai que c'est une zone qui est vide. Donc, on va développer énormément les activités. On va développer la restauration. C'est pour ça qu'on l'appelait Afterwork. On a énormément d'activités faites pour les entreprises. Nous avons beaucoup de grosses salles de conférences. Nous avons beaucoup de places de parking. Donc, en fait, nous sommes très adaptés à une offre corporate qui, on espère, vu le manque de produits dans la zone, pourra servir comme une offre très, très sympathique pour les voisins. Vous disiez tout à l'heure être intéressé par à peu près tous les secteurs, ne pas investir toutefois dans les secteurs que vous ne comprenez pas. La numérisation, c'est un grand enjeu. Le rôle du métaverse aussi pour l'immobilier, vous le comprenez, vous y adhérez? Totalement, et je pense que c'est le futur. Nous avons un fonds crypto. On a quand même un fonds crypto qu'on gère. Ça fait 3 ans qu'on gère le fonds crypto. Donc, quand je dis que je ne comprends pas, je comprends quand même un petit peu. Et au niveau de la métaverse, nous sommes en train de créer une équipe pour que maintenant notre groupe soit partie intégrante de la métaverse à travers plusieurs activités. Moi, je crois beaucoup à la métaverse dans la vente, comme il y a eu dans la vente Internet. Donc, ce que je n'avais pas compris à l'époque de l'Internet, j'arrive à le percevoir, à le comprendre aujourd'hui avec le métaverse, d'avoir un outil qui nous permettra vraiment d'une manière beaucoup plus ludique de pouvoir faire nos achats qu'aujourd'hui juste aller scroller sur un écran. Et c'est là où moi je pense qu'il y a un vrai enjeu. Acheter une île déserte à côté de Paris Hilton, je ne comprends pas, mais créer un supermarché online sur le métaverse par exemple, ça c'est quelque chose que je comprends. Pour terminer cette émission, Abdallah Chatila, notre petit quiz très léger. Futile ou utile 2 questions à choix. Frédéric, je vous laisse l'honneur pour la première. Vous avez un fonds crypto, vous venez de nous dire. Vous êtes franc suisse, bitcoin ou Ether? Je suis franc suisse. Art physique ou NFT? Définitivement art physique. Pourquoi? Parce que je crois au tangible. Et même si je comprends la valeur du NFT parce qu'on peut le propulser partout, je pense que personne n'a le droit à une vraie image. Le droit à l'image, j'y crois pas. Et le fait d'acheter le droit à une image, parce que le NFT c'est le droit à une image, en fait, est très théorique. Demain matin, vous prenez une image que vous posez sur votre téléphone et personne ne la voit, personne ne va vous dire que vous l'enlevez. Donc aujourd'hui, nous sommes très très loin de la technologie qui permet à contrôler les NFT aujourd'hui. Par contre, est-ce que les NFT c'est le futur? Oui. On n'a pas parlé environnement, développement durable pendant l'émission, mais c'est l'occasion. Supposez que vous ayez beaucoup de pouvoir et le choix pour combattre le réchauffement climatique, de limiter les émissions de CO2 avec 2 outils, soit une taxe sur CO2 pour le principe de pollueur-payeur, soit au contraire d'imposer une norme très stricte que devraient respecter par exemple tous les bâtiments. Entre une taxe et des normes, qu'est-ce que vous préférez comme instrument? Je dirais un mélange des 2. Pourquoi? Je suis très gris. Parce qu'on ne peut pas tout faire d'une manière, on ne peut pas tout faire de l'autre. Nous sommes dans un système, ça fait partie des problèmes de la société. On vit dans un monde rétroactif où après coup, on décide qu'il faut changer les règles, il faut les changer demain. Mais vous ne pouvez pas changer les règles aujourd'hui de quelque chose qui a été établi depuis plusieurs centaines d'années ou un mode de fonctionnement qui date de plusieurs dizaines d'années le jour au lendemain. C'est des processus qui durent longtemps. Donc en fait, le fait de gagner du temps sur ce terroir, c'est vraiment d'aller voir un peu des 2. Rolex ou Apple Watch pour terminer? Rolex.
Parce que le savoir-faire, le vrai savoir-faire est quelque chose qui ne s'achète pas. C'est quelque chose qui doit perdurer. Et Rolex, c'est la plus belle marque suisse que nous avons, la plus belle C'est à marque du Genève, monde. non, c'est pour ça? Et surtout, c'est une marque genevoise. Et puis, je pense qu'on doit énormément à Rolex à travers l'image qu'elle donne à Genève. On doit énormément à Rolex par rapport à la somme faramineuse de collaborateurs et d'impôts qui payent. Et puis, on doit aussi à Rolex, grâce à la fondation Wilsdorf, d'être le canton le plus chanceux du monde, d'avoir une fondation comme eux qui nous soutiennent et qui soutiennent toutes les causes que Genève n'arrive pas à se permettre. Merci beaucoup Abdallah Chatila. Merci à vous. Venu aujourd'hui sur le plateau de B2B. Merci Frédéric Lelièvre, Merci Vincent Meunier. rédacteur en chef de la GFI. On va se retrouver la semaine prochaine pour partir à la rencontre de nouvelles entrepreneuses, de nouveaux entrepreneurs en Suisse romande. Portez-vous bien et à bientôt. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. C'était B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants.